tous, je suis Com d'Axenfact. J'ai le plaisir de co-animer cette rencontre sans transition avec Anne-Céline d'Axenfact également. Pour ceux et celles qui nous retrouvent et connaissent les rencontres sans transition, merci de votre fidélité et merci également pour vos feedbacks qui nous permettent de nous améliorer à chaque fois. C'est également un plaisir d'accueillir les nouveaux et nouvelles d'entre vous. Et pour cette personne, nous faisons un petit point sur ce qu'est Sans Transition. Les rencontres sans transition ont été lancées en octobre 2020. Il s'agit de la 7e édition déjà. Et ces webinaires sont organisés par un collectif composé de 4 entités. Corporate for Change, qui est une filiale de Ticket for Change avec Ludovic, l'Affectio de Mobilis avec Priscilla, et The Field avec Marie et Savannah. Et enfin, Axe&Fact avec Anne-Céline, Fanny et moi-même, Com. Ce collectif est réuni autour d'une motivation commune qui est celle d'œuvrer aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et pour cela, nous avons imaginé cette rencontre pour nous inspirer par des témoignages de pionniers, des personnes engagées et talentueuses qui ont posé et qui posent des pas audacieux sur le chemin de la transition écologique et solidaire. Pour ce webinaire, vous aurez en soutien Ludovic, Savannah et Priscilla qui vous accompagneront au chat, dans les sondages et à la hotline. Anne-Céline, je te laisse le soin de présenter nos invités et notre sujet du jour. Oui, merci beaucoup, Com. Alors, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, comme vous le savez, parce qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà assisté à l'une de nos rencontres, un de nos partis pris dans ces rencontres de Sans Transition, c'est de fonctionner avec des binômes, d'avoir des grands témoins qui viennent plutôt d'une entreprise externe à notre écosystème Axe&Fact, et puis des grands témoins qui viennent d'une des entreprises de l'écosystème Axe&Fact. Voilà, et aujourd'hui, on va avoir de la chance puisqu'on aura non pas 2, mais 3 experts qui vont nous éclairer sur ce sujet de la coopération. Alors, on va avoir Laurent qui vient d'Iwip et je leur laisserai le soin de présenter leur structure. Donc, Iwip qui est une filiale de Mobivia. On aura aussi Thomas qui est le président de 1083. Et puis, on aura enfin, et on va démarrer d'ailleurs avec Jean-Seb, donc Jean-Sébastien qui accompagne les transitions de modèles économiques chez Imatera. Avec eux, on va parler de coopération aujourd'hui et plus particulièrement de comment la coopération peut nous aider à accélérer nos démarches de transition écologique. Ils vont nous partager chacun leurs enjeux, leurs pratiques, leurs stratégies, leurs histoires pour une coopération durable, comment ça se concrétise, ça se vit chez eux. Alors très concrètement, justement, nous allons avoir dans ce webinaire d'abord 50 minutes avec Com où nous allons interviewer nos 3 témoins. Et puis ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, vous pouvez aller dans le module questions qui se trouve sur la droite de votre écran. Donc, en bas, vous avez des petits pictos et il y en a un qui est pour les questions. On vous invite vraiment à utiliser ce module versus le chat, donc vraiment le module des questions et à liker également les questions qui seraient proches de celles que vous vous posez. Voilà pour cette partie des questions. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de poser toutes les questions et on s'excuse par avance, mais donc c'est aussi la raison pour laquelle on vous suggère de converger dans les questions qui sont posées. Voilà, et puis si la question s'adresse particulièrement à Laurent, à Thomas ou à Jean-Sébastien, n'hésitez pas aussi à le mentionner dans le début de la question. On sera plus précis du coup dans la manière de la poser. Voilà, et puis en dernier lieu, sur cet outil Livestorm, vous allez voir un onglet sondage et on vous invite à aller dès maintenant dans cet onglet sondage où vous attend une première question. Pour démarrer ce webinaire, on a l'habitude de poser quelques petites questions pour démarrer ensemble. Effectivement, pour commencer ce webinaire et se connecter entre nous et au sujet, nous allons donc vous poser des questions. Sans plus attendre aussi la première, vous aurez constaté que nous essayons un nouvel horaire aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent et qui avaient l'habitude de venir plutôt en fin de journée. Alors la question est, ce midi, vous déjeunez comment? Vous pouvez cocher plusieurs réponses, évidemment. Alors, réponse A, sandwich devant l'écran, on ne perd pas de temps. Réponse B, déjà fait, juste le café pour ne pas perdre une miette de Sans Transition. Réponse C, tranquille, ambiance ciné, popcorn, grand écran et stéréo de visioconf. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être plusieurs dans la salle.
Réponse D, tout seul, j'ai embaumé l'open space avec mon plat aux anchois, au maroilles, à l'asperge, au roquefort, au pâté, au chou, à la crevette, à l'ail, au curry. Toutes les idées qui vous sont passées par la tête. Et puis la réponse E, je ne mange pas parce que je prépare mon corps pour la plage. Alors, qu'avons-nous dans les réponses? Comme est-ce que tu vois les réponses? Non, je n'ai pas accès. Alors, on a une majorité de déjà fait. Donc, la réponse B, déjà fait, juste le café pour ne pas perdre une miette de sans transition. Super, donc vous aviez vraiment envie d'être hyper dispo pour cet événement. Et puis, on a aussi pas mal de sandwichs devant l'écran. On ne perd pas de temps. Alors, on vous souhaite un bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger et que vous puissiez profiter de ce repas en même temps que vous nous écoutez. Deuxième question? Oui, deuxième question. Alors, pour nous plonger dans le sujet maintenant, voici la seconde. Une qui fait réfléchir. D'après vous, qu'est-ce qui définit le plus la coopération? Alors, réponse A, une démultiplication, 1 plus 1 égale 3 ou plus. Réponse B, une perte de temps et d'argent. Réponse C, une pratique à consommer de façon modérée. Réponse D, un réflexe naturel et vital. Et réponse E, vous nous répondrez à la fin du webinaire. C'est parti pour les réponses. Alors, on a surtout un réflexe naturel et vital et une démultiplication. Et ça monte encore sur le réflexe naturel et vital, notamment, et la démultiplication. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps d'inclusion et de connexion. Nous allons maintenant pouvoir démarrer avec une petite introduction du sujet de la coopération pour Jean-Sébastien. Alors, Jean-Sébastien, peux-tu commencer par te présenter en quelques mots? Alors, il faut juste laisser à Jean-Seb le temps d'arriver. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Oui, je suis Jean-Sébastien. Après avoir passé à peu près 13 ans chez Decathlon sur différents métiers, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Imatera pour allier cette conviction personnelle qui est une partie du sujet du jour autour de la coopération et de la création de valeurs multiples que ça peut occasionner dans nos modèles économiques. Et chez Imatera, on accompagne justement les transitions de modèles économiques, notamment autour des trajectoires d'économie, de fonctionnalité et de coopération. Ça tombe bien. C'est un plaisir pour moi de partager autour de ce sujet ce midi. Merci beaucoup à toi de te joindre à nous sur ce sujet. Plaisir partagé. Toi qui travailles particulièrement sur le sujet de la coopération, peux-tu nous expliquer ce qui se cache derrière ce mot de la coopération? Alors, expliquer, je ne sais pas. En tout cas, je vais témoigner de ce que j'ai pu apprendre dans la réalité, de ce que j'ai transformé chez Decathlon et de ce qu'on essaie de faire avec nos clients aujourd'hui. Parce qu'expliquer la coopération, c'est plutôt davantage quelque chose qui se vit. Il y a un premier point, c'est qu'il y a souvent un amalgame qui est fait entre collaboration et coopération. Et c'est peut-être le seul petit point de sémantique que je ferai dans les messages que j'aimerais vous faire passer. C'est que collaborer, c'est collaborare, et donc c'est travailler avec, et coopérer, c'est coopérare, c'est construire avec. Et c'est une petite différence sémantique, mais qui est fondamentale dans la posture, puisque dans la coopération, on travaille tous ensemble, en fait, pour construire une œuvre commune. Et c'est le premier point, c'est que pour bien coopérer, il faut bien que tous les acteurs et toutes les parties prenantes soient bien d'accord sur ce qu'on veut construire ensemble. C'est-à-dire que si vous voulez construire une maison, il faut être d'accord sur ce que vous voulez construire comme maison, en bois, en chêne, un immeuble, une cabane, et ensuite les acteurs peuvent se mettre sur chacun un bout de la structure en fonction de leurs compétences, de leur appétence, de leur modèle, pour réaliser cette œuvre commune plus grande, souvent, que la structure elle-même. Et donc c'est le premier point. C'est vraiment une relation qui est gagnant-gagnante. On le voit quand elle se met réellement en œuvre dans les modèles économiques. Eh bien, c'est à ce moment-là, il n'y a quasiment plus besoin de contrat. Quand l'un gagne, l'autre gagne, et parfois c'est tri, quadri, parti. Dans des exemples comme Michelin, qui avec une offre arrive à faire économiser du carburant, on voit bien les effets que ça peut générer dans les modèles qu'on a
qu'on a travaillé chez Decathlon, où on travaillait la performance autour de la mobilité durable, eh bien, on voit bien que quand on arrive à animer de la performance, les acteurs comme la mobilité, la santé, etc., qu'on peut agréger autour de cette nouvelle création de valeur, eh bien, qu'on a réussi à construire ensemble. Et donc, on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant, dans cette pure coopération. Et puis, au niveau de la posture, ce qui peut différer aussi de la collaboration, c'est que c'est une posture qui est très basse. On se met pas au centre en disant je vais prendre telle part de marché et puis ensuite je vais travailler avec des gens pour qu'ils m'aident à la pérennité de mon entreprise et de prendre des parts de marché et d'être plus gros, etc. Mais c'est une posture beaucoup plus basse où je mets en avant cette œuvre commune que l'on veut bâtir ensemble et moi je me mets au service comme les autres parties prenantes de mon écosystème pour construire cette chose. Donc c'est une posture un peu plus basse, on est davantage dans l'écoute et dans la compréhension un peu plus fine des problématiques de chacun avant de se placer soi au centre de tout, qui est un peu le réflexe de nos anciens modèles. Et puis un autre élément qui est fondamental, quand je disais qu'il faut qu'on se mette d'accord sur quoi on veut coopérer, c'est ce pourquoi. Parfois on entend parler de raison d'être. C'est qu'est-ce qu'on veut obtenir ensemble. Ça, si on ne le définit pas, encore une fois, compliqué de coopérer. Un point également que j'aimerais apporter, c'est que seuls les individus coopèrent entre eux, pas les organisations. C'est-à-dire que Act and Fact ne coopère pas avec Imatera. Il y a des individus dans Act and Fact, il y a des individus dans Imatera qui coopèrent ensemble. Et on le voit bien d'ailleurs dans certains projets de coopération. Eh bien, quand les individus changent, il faut retravailler, il faut retisser un lien ensemble. Parfois, il faut redéfinir un petit peu la vision de ce qu'on avait en termes d'œuvres communes. Et donc, on voit bien que la coopération, elle se fait entre humains. Et donc, c'est une invitation aussi pour vous qui essayez de travailler des écosystèmes plus coopératifs. Si jamais vous avez vraiment une partie prenante qui est importante, structurante pour votre développement, eh bien, la laissez pas tomber parce que vous n'avez peut-être pas eu le bon contact humain dans cette organisation. Peut-être continuer à creuser autour d'autres humains de cette organisation pour arriver à créer ces liens humains. Et pour finir, quand je faisais cette différence entre collaboration et coopération, c'est pour autant deux notions qui grandissent en fait ensemble, puisque une fois qu'on a décidé de coopérer, de construire quelque chose ensemble, eh bien il faut bien apprendre à collaborer, à travailler ensemble tout au long du chemin. Donc de toute façon, pas de coopération sans collaboration. Et pour vraiment terminer, parce que c'était le titre de cette et c'est le titre de cette séance sans transition, le fait d'avoir une vision systémique, puisque c'est le cas dans beaucoup d'écosystèmes maintenant, on commence à prendre compte que les entreprises, elles sont pas seules à elles seules, elles sont dans un territoire, elles travaillent avec des partenaires, des fournisseurs, donc on commence à construire des écosystèmes, voilà, c'est un peu le mot à la mode, une vision un peu systémique des activités, et pour autant, avoir cette vision systémique, potentiellement, ça veut pas du tout dire coopérer. Et donc, avoir cette vision systémique, c'est un prérequis indispensable, mais ensuite, il faut questionner qu'est-ce qu'on veut construire ensemble avec ces acteurs, et ensuite ajuster la posture pour justement bien y arriver et créer une autre valeur qui n'existait pas jusqu'alors. Et c'est ma grande passion en ce moment, c'est que justement grâce à la coopération, grâce à la mise en lumière de toute cette valeur cachée, on arrive à construire de nouveaux modèles économiques beaucoup plus soutenables que ce qu'on avait avant. Et je vous laisse avec une dernière référence avant nos deux super intervenants témoins. Je vous conseille un bouquin qui a été écrit par Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et il est passionnant parce qu'il rappelle à quel point, dans la nature et dans les écosystèmes naturels, l'entraide, la coopération est la loi qui prime avant la compétition et le déchirement entre espèces vivantes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en guise d'introduction. Merci beaucoup, Jean-Seb. Merci. Alors, on va partir à la rencontre de Thomas et Laurent. Comme je te repasse la parole. Oui, alors, nous allons entamer la partie interview de cette rencontre. Merci beaucoup, Jean-Seb. Nous allons donc passer à cette partie. Laurent et Thomas, pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre parcours, pourquoi, comment vous êtes devenus des acteurs de la transition écologique? Alors, on va leur laisser le temps de nous rejoindre à l'écran. C'est bon. Oui. Tu veux que Thomas démarre, c'est ça, Laurent? Tu cèdes la parole? Bonjour à toutes et tous. Alors, la question pardon, c'était comment es-tu devenu un acteur de la transition écologique?
Et aussi que Ben, tu puisses raconter rapidement ton parcours. alors, le parcours a commencé par l'ennui, puisque quand on réalise qu'on travaille tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans, si on s'aperçoit au gré des premières heures, des premières semaines ou des premières années, ou même de plein d'années de travail qu'on perd son temps, bah, ça donne une sacrée énergie pour faire autre chose. Et donc, il y a 15 ans maintenant, j'ai découvert que l'informatique, ce n'était pas pour moi, au bout de 4 ans de responsable informatique. Et donc, je me suis installé dans la maison de mes grands-parents. J'ai transformé une maison voisine en boutique de vêtements parce qu'il y avait un grand centre de commercial en face, à Marc Avenue, pour ceux qui connaissent la Drôme et Romans. Et moi, comme je voulais du sens dans mon travail, j'ai ouvert une boutique de mode éthique en 2007. Et puis, donc, j'ai appris la mode sur le tas, puisque j'étais informaticien, donc j'étais ni commerçant ni dans la mode. J'avais même un certain mépris pour la mode, tellement ça résonnait pour moi comme quelque chose de très superficiel et très polluant et très trop, en fait, très trop. Et j'ai appris à comprendre la mode, à aimer la mode. Et puis malheureusement, au bout de 5-6 ans, donc en 2011-2012, mes fournisseurs ont fermé. Parmi eux, je confesse qu'il y en avait quelques-uns qui vendaient des bonnets péruviens. Et donc, même si tout le monde est contre le travail des enfants et personne ne met des pesticides dans son jardin, pour autant, si ces belles valeurs de respect de l'environnement et de respect des gens, on les met sur des vêtements moches, et ben en fait, ça ne marche pas, évidemment. Donc ça, je l'ai compris en quelques mois, quelques années. Mes fournisseurs ont donc fermé. Et moi, comme j'étais attaché à mes valeurs et que je voulais sauver mon magasin que je commençais à maîtriser, à Romans, j'ai remplacé les bonnets péruviens par des jeans. Et donc, j'ai lancé une marque de jeans en 2013 en financement participatif. À l'époque, le Made in France et le financement participatif étaient vraiment anecdotiques. Pour autant, on a fait une super campagne, une des premières grosses campagnes en France sur Ulule. Et donc, à l'époque, on était deux avec mon petit frère. On faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, depuis 9 ans, ben, on a une communauté qui grandit au fur et à mesure de la prise de conscience des consommateurs, du Covid, de la guerre en Ukraine, etc. On voit que les thèmes que l'on porte, d'écosystèmes résilients, robustes, interconnectés, aussi bien avec ses fournisseurs qu'avec ses clients, et ben, ça crée une masse économique qui est quand même très robuste, très excitante, très engageante pour tout le monde. Et donc, 1083 ben, grandit grâce à ça. Et aujourd'hui, on est donc une centaine d'emplois directs. On fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on ne représente qu'un pouillème du marché du jean en France, puisqu'il se vend chaque année 88 millions de jeans, 1,5 par an et par personne. Et nous, les leaders du Made in France, aujourd'hui dans le jean, on en a vendu 50 000. C'est même pas 0,05% du marché. Donc, on n'est vraiment pas grand-chose. Et à nous toutes et tous de faire grandir ce marché au fur et à mesure qu'on prend conscience qu'avec notre carte bleue, on a beaucoup de pouvoir. Super, merci beaucoup Thomas. Et toi alors du coup Laurent, qui es-tu et comment en es-tu venu à travailler ces sujets de transition écologique? Okay. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Vnaguel, bientôt 50 ans, donc certains diront l'âge de raison. Marié, 3 enfants. Donc moi, mon parcours, j'ai une première partie de carrière qui s'est déroulée dans la distribution européenne, dans la logistique et les achats, donc chez deux grands distributeurs que sont Mobivia, donc Noroto, et Euromaster. Donc c'est un parcours à l'international et dans les achats et la supply chain qui, ça signifie beaucoup de déplacements, ça signifie de l'import de produits de l'autre bout du monde, de l'Asie en particulier, beaucoup de camions qui sont mis sur les routes. Bref, c'est un bilan carbone professionnel que j'oserais qualifier de indécent. Si je devais faire ce calcul sur ma partie, sur mes 25 ans de carrière en supply chain, ce serait juste indécent. Et pour couronner le tout, je complétais le week-end ce magnifique bilan carbone par une passion assez dévorante qui était du sport auto. Donc, on peut dire qu'en termes de loisirs verts, il y a un peu mieux que le sport auto. Donc, bon, j'ai à un moment eu ce flash, ce constat. Donc, il se trouve que j'ai quitté Mobivia en 2014, donc Noroto en 2014, pour rejoindre Euromaster, donc la filiale de distribution de Michelin. Et là, je me suis rendu compte chez Euromaster que autant Mobivia, Noroto avaient mis en place depuis 1995 des filières de recyclage. Il y a 22 filières de recyclage qui avaient été créées. Autant chez Euromaster, il n'y avait rien, absolument rien. C'était confié à des éco-organismes. Enfin, bref, on se débarrassait de ce sujet. En étant chez Michelin, j'ai pu côtoyer d'autres distributeurs de Michelin, donc des points S, des feux verts, enfin
tous ces acteurs que vous connaissez sur le marché. Et là, le constat était le même, à part Noroto, personne sur le marché ne traitait le recyclage de ces pneumatiques, mais de l'ensemble des polluants que notre industrie mettait sur le marché. Donc, cette première partie de carrière, plus ce constat-là, 3 enfants, le réchauffement climatique que plus personne ne peut ignorer aujourd'hui, ces loisirs carbonés, une perte de sens aussi dans mon métier, achat supply chain, où j'avais un peu de mal à me lever le matin en étant motivé pour bouger des produits. Tout cela ça a cogité, ça a travaillé, et puis ça m'a amené à finalement proposer à Mobivia, qui était très en avance dans le domaine par rapport aux autres acteurs. Donc, je suis revenu vers Mobivia donc 5 ans plus tard, en 2019, pour proposer un projet d'envergure autour de l'économie circulaire. La partie recyclage était déjà très prononcée. Mais donc, avant de faire du recyclage, qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter le recyclage? Qu'est-ce que l'on peut faire pour prolonger la durée de vie des produits? Et donc, cette proposition a eu un vrai écho chez Mobivia. Il se trouve que l'entreprise se posait beaucoup de questions dans le domaine. Et puis donc, comme dit mon patron, je suis revenu à la maison. En 2019, je suis revenu dans le Nord et j'ai réintégré Mobivia au travers de la filiale de gestion de produits usagés qui s'appelle IWIP. Bon, je suis le directeur général aujourd'hui. Et donc, on a commencé à amorcer les projets autour de l'économie circulaire. Donc, ce qui fait qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai aussi notre casquette qui est DG, directeur général de Blackstar, qui est une belle PME française, la dernière en France à faire du rechappage de pneus tourisme. Et donc, IWIP est devenu l'actionnaire majoritaire de cette entreprise en juillet dernier. Et donc, on est en train de donner un gros coup d'accélérateur à cette entreprise, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans les minutes qui suivent. Super, merci beaucoup Laurent. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la manière dont l'écosystème et la coopération peuvent soutenir la transition écologique. Thomas, est-ce que tu peux, en préambule, tu nous as déjà dit un petit peu des éléments sur 1083, mais nous présenter aujourd'hui 1083, quelle réalité ça recouvre? Alors 1083 aujourd'hui, donc c'est 250 emplois, dont 100 emplois directs. On est une marque assez particulière parce qu'on est parti du commerce et comme la filière n'existait plus, on a dû la reconstruire. Donc cette reconstruction, elle nous a amené à prendre tous les métiers en amont de la distribution. Et pour fabriquer un jean, il y a 8 étapes. Culture du coton, filature, teinture, tissage, ennoblissement, c'est le traitement du tissu, coupe, confection, délavage. Et donc au fil des ans, on a relocalisé tous ces métiers en France pour la production de coton, la solution étant à travers le recyclage. On n'est pas devenu agriculteur pour l'instant, mais on a des projets en ce sens. Et en même temps que l'on sait tout faire, en fait, les enjeux de la reconstruction d'une filière qui est au cœur de notre démarche, de notre mission, sont tels et la visibilité commerciale est tellement courte. En fait, quand on veut développer des ateliers, créer des usines, on s'engage pour 10, 15, 20 ans en termes d'investissement matériel, de formation du personnel, etc. Alors qu'au niveau commercial, on a une visibilité de si on peut deviner à 20% près le chiffre d'affaires dans 6 mois, mais au-delà, ça devient un peu le dos mouillé, quoi. Donc en fait, c'est complètement incompatible se projeter sur 15 ans alors qu'on a une visibilité à 6 mois, et encore 6 mois. Donc du coup, on s'est dit que le seul moyen finalement pour réussir ce défi de reconstruire une filière en France, c'est de relocaliser, c'était de dérisquer toutes les activités. Donc ça commence par la distribution. On vend moitié sur Internet, 50%, moitié en magasin. Si on surperforme en magasin, alors on investit sur le web. Si on surperforme sur le web, on n'investit pas sur le web, on investit sur les magasins pour chérir cette résilience à travers 50-50. Donc concrètement, on a un site web, 1083.fr, et on a 5 magasins en propre, à Grenoble, à Lyon, à Nantes, à Paris et à Grenoble. Et on a une centaine de revendeurs partout en France, plus une centaine de revendeurs sur liste d'attente, parce que notre enjeu, c'est qu'on manque de capacité de confection, donc ça nous demande de créer des ateliers. Cet enjeu industriel, maintenant, cette notion de résilience dans la partie industrielle, il se traduit avec la même logique de maîtriser, mais en même temps de dérisquer. Et donc, ça se concrétise par un écosystème où on est tous interdépendants, mais jamais exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire qu'on est confectionneur. Donc, en même temps, on sous-traite la confection de nos jeans à 8 ateliers. On en a 2 en propre. Du coup, on n'est pas finalement le donneur d'ordre ou le client de ces ateliers, mais on est le confrère en même temps qu'on est le client. Et donc, du coup, et pareil pour le tissage, pareil pour la filature. Ce sont des métiers qu'on a appris, qu'on a intégrés, soit par de la croissance externe, soit par du développement.
Et donc aujourd'hui, sur les 100 employés que compose 1083, on est 60% d'ouvriers. Et donc c'est vraiment une fierté, ça, de créer un écosystème à part entière. Mais cet écosystème, il n'est pas du tout verticalisé exclusivement, parce qu'en fait, si on faisait ça, imaginons que notre tissage dans les Vosges prenne feu. Si tout est lié à notre tissage, alors toutes les étapes en aval du tissage qui a pris feu s'arrêtent. Et donc, en fait, on n'est pas du tout résilient si on crée des chaînes où il y a un seul maillon par étape, puisque du coup, ça veut dire que la résistance de ces chaînes est égale à la résistance du plus faible des maillons. Donc, nous, ce n'est pas une chaîne qu'on construit, mais c'est une cotte de mailles avec, pour chaque étape, plusieurs acteurs. Et ces acteurs, ils peuvent être soit intégrés, soit externes, et tout le monde joue avec tout le monde. Ça nous permet, c'est pour ça qu'on communique sur tous nos partenaires, parce qu'en fait, on les encourage à avoir d'autres clients que nous, et on anime cette communauté d'ateliers. Et cette démarche, en fait, on ne sait pas si elle est innovante, mais en tout cas, malheureusement, elle est un peu rare en France. Par intérêt, les Italiens et les Allemands savent très bien le faire, parce que du coup, cet écosystème offre une offre plus large de services qui permet de maintenir des écosystèmes assez riches, et donc qui permet de garder des business pour ceux qui n'ont pas été délocalisés. Mais en réalité, si on regarde l'histoire du monde, c'est juste le fonctionnement de la nature. La nature, malgré toutes les conneries qu'on peut faire et qui font que la planète se réchauffe, de plus en plus, on prend conscience, donc c'est trop bien, mais du coup, notre rôle, c'est vraiment de dire, les gars, il est temps d'avancer, de changer, de se révolutionner soi-même. Malgré ça, malgré le réchauffement climatique, c'est jamais la nature qui va être pénalisée. Il y aura toujours la planète Terre avec des espèces vivantes, etc. Peut-être pas nous, parce que du coup, on sera notre propre victime, mais la nature en elle-même va toujours se réinventer. La traduction microscopique de cette nature, ça s'appelle la permaculture. C'est organiser son jardin avec des plantes qui se complètent mutuellement, qui se protègent mutuellement, qui se nourrissent mutuellement. Et donc, tout ça, c'est un petit jardin en permaculture qui est très prospère et très robuste, parce qu'en fait, il a quelque chose de systémique, justement, en interne. Et donc, nous, comme on cherche cette robustesse et ce côté systémique, la traduction industrielle et économique de ce modèle, on appelle ça la perma-industrie. Donc, nous, notre écosystème, le fait de se compléter les uns les autres et de cultiver cette puissance collective, c'est la perma-industrie. Et donc, c'est comme ça qu'on s'inscrit dans le temps et qu'on essaye de grandir de la manière la plus durable possible. Voilà un peu notre écosystème. Et pour répondre à Grégory, 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est, par là, à Porspoder, un petit village en Bretagne, par là, au nord de Brest. Et donc, ça fait une diagonale de 1083 km, qui est la plus grande diagonale possible dans l'Hexagone. Et donc, notre promesse client, c'est de fabriquer des jeans qui sont fabriqués à moins de 1083 km de chez vous, pour que vous habitiez dans l'Hexagone. Voilà pourquoi on s'appelle 1083. Super, merci beaucoup Thomas. Puis tu as déjà donné beaucoup d'éléments sur comment vous voyez, vous, cette notion de coopération. On va y revenir après. Laurent, est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière eWIP en 2022 là? Oui, donc eWIP est un acronyme, alors anglais, désolé, mais que j'aime beaucoup, ce qu'il signifie Integrate Waste in Product, intégrer des déchets dans les produits. Donc en fait, eWIP a été créé en 2017, mais il faut revenir un petit peu plus loin. En fait, en 95, on démarrait ce qu'on a appelé les missions environnement chez Noroto France. Donc, on avait conscience qu'on était sur un métier polluant, que l'industrie automobile et la maintenance automobile généraient beaucoup de déchets. Et donc, nos dirigeants de l'époque, avec une vraie vision et une vraie avance sur le temps, ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et donc de commencer à gérer par nous-mêmes la collecte de nos déchets, de nos produits usagés et leur recyclage. Donc, pendant 25 ans, on a créé 22 filières de recyclage. Donc, on a des filières dans le pneu, dans l'huile, dans la batterie, dans les aciers, les plastiques, j'en passe et des meilleurs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je le soulignais tout à l'heure, on est les seuls, Noroto Immobilia était les seuls, quasiment à l'échelle européenne, à faire cela. Donc, on a voulu aller plus loin en 2017 en créant eWIP, donc en officialisant cette structure avec une équation qui est pour nous les 3 R plus ACT. Donc, les 3 R qui sont les fameux 3 R du Reduce, Reuse, Recycle, et le ACT du Act, accompagner nos clients et traiter pour eux les différents besoins réglementaires.
Mais donc, quand IWIP a démarré en 2017, sur les 3 R, IWIP était très fort sur le R de recyclage. 22 filières de recyclage créées, parfait. Donc là, ce qu'on a démarré en 2017 et qu'on a accéléré très fortement depuis 2 ans à présent, c'est les 2 autres R. Donc le R de Reduce, c'est la réduction des déchets. Le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Donc on a mis au point des modules d'éco-conception que l'on donne à nos équipes, que l'on donne à l'externe, et on prêche la bonne parole pour générer le minimum de déchets. Et puis surtout, là, depuis 2 ans maintenant, on a très fortement accéléré sur le reuse, donc la réutilisation, la prolongation de la durée de vie des produits usagés. Avant de recycler, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'aller à cette étape de recyclage? Ou en tout cas, pour la reporter très concrètement. Donc là, on rentre dans l'économie circulaire en parlant du reuse. Donc, on a regardé quels étaient les produits usagés les plus importants en termes de volume et d'impact chez nous, et ceux qui ont une pérennité aussi dans le temps. On est sur un métier qui est en très forte évolution. Et donc, on s'est rapidement penché sur la batterie. Alors, la batterie plomb, hein, je parle de la batterie de démarrage qui vous permet de lancer votre moteur le matin. Donc, la batterie est un produit qui se recycle bien à 99%, donc très bien. Mais néanmoins, on s'est rendu compte qu'on pouvait prolonger la durée de vie des batteries. Et donc là, on s'est rapproché d'une entreprise, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais donc on s'est inscrit dans une démarche longue, pérenne et forte avec cette entreprise. On ne peut travailler que l'un pour l'autre. Et donc, on a commencé il y a un peu plus de 2 ans à prolonger la durée de vie d'à peu près 1/3 des batteries plomb. Donc, il y a 1/3 des batteries plomb aujourd'hui que l'on n'envoie plus en recyclage, mais par un procédé électrochimique, on réussit à leur redonner un cycle de vie complet. On les remet dans leur état d'origine, on les nettoie, on les réétiquette et on les recommercialise dans nos réseaux à côté d'une batterie Varta ou d'une batterie Bosch ou d'une batterie à marque Noroto. Donc ça, c'était notre premier projet. Et puis rapidement, la deuxième famille de produits qui est importante chez nous, c'est le pneumatique. Beaucoup plus important en termes de volume. 60% de nos produits usagés, c'est du volume. Donc là, on s'est demandé qu'est-ce que l'on peut faire pour prolonger la durée de vie d'un pneu avant de le recycler. Et là, il y a un procédé qui est très connu dans l'aviation ou dans le poids lourd, qui est le procédé industriel, c'est le rechappage. On remet en fait une couche de caoutchouc autour du pneu. C'était un business qui existait très fortement jusqu'à la fin des années 90. Il y avait 300 entreprises en Europe qui faisaient ça dans le pneu tourisme. Les pneus asiatiques sont arrivés avec un rapport qualité-prix qui a perturbé ce marché et qui a tué 99% des entreprises qui existaient. Donc, il en restait quelques-unes en France et en Europe. On les a rencontrées, on les a sélectionnées. Jean-Sébastien disait tout à l'heure que la coopération, c'est une histoire d'hommes avant tout. Bon, les relations humaines que l'on a pu avoir avec une entreprise qui s'appelle Blackstar, la dernière PME française à faire du rechappage de pneus touristes, ont fait qu'on est allé beaucoup plus loin dans le projet avec cette société. On a commencé à envisager ensemble de monter une usine from scratch en Allemagne, où le groupe Mobivia, au travers du réseau ATU, a sur un seul et même endroit plus de 10 millions de pneus qui arrivent chaque année. Donc, pour faire un pneu rechappé, il faut une carcasse, il faut un pneu usagé. Donc, forcément, on voulait positionner l'usine au plus près du sourcing. Donc, on avait commencé à travailler ce projet. Puis est arrivée l'actualité Bridgestone Béthune. Donc, dans le fief historique de Mobivia, Bridgestone a annoncé la fermeture d'une usine qui était là depuis 60 ans, qui occupait dans les meilleures années 3 à 4 000 personnes. Donc là, il y avait encore 1000 personnes. Donc, Bridgestone annonce ça, et donc très rapidement, notre projet allemand s'est rerouté vers le projet Béthune. Il y avait une opportunité extraordinaire pour faire du reuse de produits, pour faire des pneus rechappés. Mais donc là, on allait beaucoup plus loin, puisque c'était l'opportunité de faire du reuse de factory, du reuse d'usine. Donc, on a commencé à échanger avec Bridgestone, on a échangé bien sûr avec les pouvoirs publics. Vous pouvez imaginer que dans un projet comme celui-là, avec 1000 personnes licenciées, c'était un drame hein, dans l'agglomération béthunoise, cette fermeture d'usine était un drame. Donc, les partenaires publics ont été sollicités fortement également sur ce dossier. Et puis, de fil en aiguille, on en est arrivé à rentrer dans le capital. IWIP est rentré dans le capital de Blackstar, donc on a racheté cette entreprise. Et avec ce véhicule, on est rentré dans les lieux de l'ex-usine Bridgestone de Béthune. On l'a transformé, on a récupéré tout l'outillage qui permettait de faire des pneus neufs, on l'a adapté pour faire des pneus rechappés. Et donc, on est en train, là encore progressivement, de transformer cette usine. On produit très concrètement des pneus. À cette heure-ci, on produit des pneus. On devrait être homologué à la fin du mois. Et donc, cet été, vous devriez commencer à voir arriver sur le marché des pneus reconditionnés, des pneus éco-responsables, nouvelle génération, qui seront issus de cette usine de Béthune.
Voilà un petit peu l'histoire d'eWIP et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Alors, nous allons passer à la question suivante. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un exemple d'acteur de l'écosystème avec qui vos organisations développent une coopération et quelles sont les différentes formes, à qui, pourquoi, quelles étaient les motivations de chacun et comment ça a pris forme. Et je donne la parole à Thomas pour commencer. Ah, micro coupé chez Thomas. Voilà, merci. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ça résonne. Je ne sais pas si le micro est ouvert. Merci. Ah, maintenant, ça résonne toujours, je ne sais pas pourquoi. Laurent. Chez nous, c'est bon. Ouais. Bon, je ne sais pas, c'est bizarre, pourquoi ça fait ça. Donc, la notion de permanent industrie, elle est vraiment systémique à nous. Donc, je cherche plutôt les acteurs avec qui on n'est pas partenaire. Et je ne vois pas. Parce que c'est vraiment notre culture. En fait, on croit que c'est un moyen beaucoup plus efficace pour pénétrer le marché et continuer de grandir dedans, plutôt que d'être dans une logique solitaire a priori. Donc on est vraiment a priori avec. Excuse-moi, justement. Tu as un écho chez toi? Parce que ouais, nous, on t'entend très mal là depuis un petit moment. Peut-être on peut juste passer la parole à Laurent pour démarrer, le temps que ça règle. Laurent, alors de ton côté, les formes de coopération, qu'est-ce qu'il y a comme coopération en cours aujourd'hui de votre côté? Ça prend quelle forme? C'est né comment? Ouais. La première chose, je dirais que la coopération pour nous, c'était une absolue nécessité. C'est-à-dire que le constat était très simple, c'est que grâce à l'histoire que je vous ai évoquée tout à l'heure, depuis 95 les filières de recyclage, on a la chance, et on est les seuls en Europe à le faire, on maîtrise le sourcing. On collecte par nous-mêmes les vieux pneus, les vieilles batteries, les vieilles matières. On a ça en amont. En aval, on a bien sûr la force de nos réseaux. On a 2000 points de vente partout en Europe qui nous permettent d'écouler les produits. On a une force de communication qui est très forte. Donc, on a l'amont et l'aval. Par contre, il nous manquait la pièce angulaire au milieu. OK, on a des batteries usagées, très bien. On sait vendre des batteries neuves, très bien. Mais passer de la batterie usagée à une batterie que l'on peut commercialiser à nouveau, là, on est sur un processus industriel. On est des très bons distributeurs, on n'est absolument pas des industriels, on n'a aucune vocation à aller sur l'industrie, enfin, on n'a pas ce savoir-faire. Donc, le seul moyen d'y aller, c'était de trouver des partenaires qui nous permettaient de fermer cette chaîne. Donc, du sourcing à la transformation, à la vente. On a l'amont, l'aval, mais il nous manquait le chaînon intermédiaire. Et donc, très rapidement, le constat était très simple. C'est donc, quelle que soit la filière de déchets, on maîtrisait l'amont, on maîtrisait l'aval. Mettons-nous en recherche du partenaire au milieu qui sera capable de faire la transformation. Donc, ça a démarré, comme je l'évoquais tout à l'heure, par notre réflexe initial était de dire bon, achetons, voyons sur le marché s'il y a des entreprises que l'on peut acheter pour se faire. Donc, ça avait commencé avec les batteries. En fait, les batteries, on savait qu'il y avait une entreprise en France qui faisait ça. L'idée au départ était géniale. Le brevet qui protégeait tout ça était génial également. La gestion de l'entreprise était très mauvaise. Et donc, cette entreprise était à la barre du tribunal. Donc, c'était en janvier-février 2020. Donc, on était en train de regarder comment sauver cette entreprise. Le Covid est passé par là, donc on a gelé bien sûr les investissements dans le groupe pour cette raison. Le projet, malgré tout, faisait toujours énormément de sens. Donc, on a recherché un investisseur, un externe, qui lui prendrait le risque, malgré la période Covid, de racheter cette société qui s'appelle Bringback. Donc, on a trouvé ce partenaire qui était un des partenaires historiques de Norauto, qui est une entreprise du nord de la France, NeoEco, qui était une société d'ingénierie en environnement, donc qui travaille beaucoup pour nous. Et donc NeoEco a fait le pari de racheter à la barre du tribunal cette entreprise, a signé là pour le coup un accord commercial d'exclusivité avec nous. Donc Bringback / NeoEco ne peuvent travailler que avec eWIP et inversement eWIP ne peut travailler qu'avec Bringback NeoEco pour faire cette transformation de batterie. Donc c'était notre philosophie au départ. Sur le pneu, ça a été exactement la même chose. On a recherché
bah, le partenaire industriel au milieu. Donc, c'est ce que je vous disais, Blackstar et puis d'autres concurrents un peu partout en Europe. Il y a eu des histoires d'hommes derrière cela. C'est un budget, c'est un projet qui demande beaucoup plus d'investissement. Donc, la PME, la petite PME française n'avait pas forcément l'envergure financière pour pouvoir suivre l'ambition de nos projets. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré au capital. On est devenu actionnaire majoritaire de cette structure, mais la famille d'origine de Blackstar est bien sûr toujours à bord. Et donc, on a démarré de cette façon-là. Et là, actuellement, on travaille sur les huiles, on travaille sur les filtres à particules, avec la même logique, de trouver une entreprise qui a ce savoir-faire, qui partage la même philosophie, la même ADN que nous. Et après, pour vraiment se lier ensemble, bah, des participations croisées, un actionnariat croisé, bah, nous va bien, parce que là, on est sûr que on partage la même philosophie, c'est extrêmement important. Mais si en plus, capitalistiquement parlant, économiquement parlant, on a les mêmes intérêts, bah, on sait que ça ira beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Super, merci beaucoup. Thomas, alors on va pouvoir tester si le son est redevenu bon. Instant de vérité. Ah, il faut activer le micro. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ah oui? Nous, c'est bon. Ok. Moi, je m'entends en résonance. Pas de souci. C'est bon, ça va marcher. Donc, la question, c'est qui commence avec nos partenaires et avec qui on collabore. Et en fait, du coup, je me posais la question avec cette question plutôt, mais avec qui on ne collabore pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment systémique en nous. S'il n'y a pas de collaboration, en fait, ça ne va pas nous intéresser. Ça ne va pas être donnant-donnant, en fait, ça ne va pas être gagnant-gagnant. Donc, on ne va pas s'intéresser à cette relation-là. Et c'est un peu de la perma-industrie. C'est pas du tout comment dire, une posture naïve ou dogmatique. C'est juste beaucoup plus efficace. Quand on transforme toutes ces parties prenantes en structure, en personnes engagées, et ben en fait, on fait plus avec moins, puisque du coup, tout le monde apporte plus que ce qu'il devrait. Et le meilleur exemple, c'est en termes de communication, je dirais que ceux avec lesquels on coopère le plus, c'est nos clients. Parce qu'en fait, depuis le début, on s'est lancé en financement participatif. En financement participatif, les gens ils vont commander en 2013 un kit d'une marque qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont pas pu essayer pour le recevoir dans 5-6 mois. Donc, il y a quand même un sur-effort de confiance à ressentir et à partager pour que les consommateurs acceptent d'être partenaires de ce projet-là. Et ça, c'est notre culture. Et c'est, à notre sens, la conséquence de la transparence, d'un modèle économique construit. Alors, c'est facile, il faut je ne dis pas qu'on va prendre la suite, c'est pas aussi simple. Et c'est certainement que d'autres. Alors, Thomas, on a le problème de son qui est toujours présent et qui ne s'améliore pas avec le temps. Alors, est-ce que tu aurais un casque à proximité? Je vais chercher la bonne idée. Je vais voir si ça marche. Alors, est-ce que c'est bien? Vous m'entendez là? Tu m'entends, Céline? Ouais, on t'entend. Moi, je m'entends encore en écho. C'est vraiment bizarre. Pour nous, c'est bon. Et là, vous m'entendez toujours? Pour nous, c'est parfait, là. Bon. Alors, je vais couper le son quand je parle, parce que je m'entends tout de suite. Du coup, pardon, quelle était la question? La question, c'est toujours avec quels acteurs tu coopères aujourd'hui, comment sont nées ces coopérations et voilà, quelles étaient les motivations de chacun entre vous et vos parties prenantes et voilà, quelle forme ça prend aujourd'hui. Alors, des exemples de formes, donc j'expliquais tout à l'heure avec les clients, où on se surengage les uns envers les autres. Ce surengagement, il nous est très profitable parce que quand on vend sur Internet, on dépense énormément d'argent en marketing, entre 15, 20, 25% de son chiffre d'affaires. Nous, c'est inférieur à 5% de notre budget marketing, parce qu'au lieu d'acheter finalement une sorte de porte-voix avec la publicité sur les réseaux sociaux qui amène notre message très loin, en le poussant sur les pages Facebook et Instagram de consommateurs, et ben en fait, ce sont les partages et les likes, les commentaires de nos clients qui, de chuchotement en chuchotement, poussent notre message sous les yeux de leurs amis eux-mêmes. Et donc ça, c'est un exemple de surengagement qui nous est très profitable, qui nous fait faire d'énormes économies. De la même manière, quand il y a plein de marques dans la mode qui font des collabs.
Bon, bah, nous, toutes les collabs que l'on fait, elles ont un sens industriel. Sinon, il n'y a pas de collab, en fait. C'est pas que de la com. Rien, en fait, tout est média, donc tout est de la com, tout est de la pub, tout est du marketing, et en même temps, tout est politique, tout est engagé. Toutes les initiatives que l'on porte sont toutes et politiques au sens engagé et médiatiques au sens média, c'est-à-dire marketing. Et donc, ça va de l'achat de nos chaises qui sont made in France, et elles parlent pour nous. Si dans nos bureaux, vous veniez chez 1083 ou dans nos magasins et vous découvrez que le mobilier, c'est du mobilier Ikea, ben en fait, ça va rentrer en dissonance avec le message de la marque et donc ça va dégrader la perception de ce que l'on dit. Et donc, c'est contre-productif. Par contre, si même les chaises ou même les poubelles dans vos locaux ou dans vos magasins sont made in France, alors là, vous allez vous dire, putain, chez 1083, ils se foutent pas de notre gueule parce que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et en plus, même leurs poubelles, ils se démerdent pour les acheter en France. Et donc, on est même partenaire de fabricants de poubelles qu'on met en avant, dont on fait la pédagogie, la publicité pour les faire connaître. Et pour les marques de mode, par exemple, avec lesquelles on collabore, avec Saint-James, c'est un très bon exemple. Saint-James, on fabrique leurs jeans. Et parce que eux, ils viennent chercher une réassurance. Ah ben, on veut que ce soit les spécialistes du jean en France qui fassent du jean Saint-James. Donc, c'est des jeans Saint-James, mais fabriqués par 1083, ça se voit à l'intérieur. Et nous, quand on fait des pulls, on les fait faire chez Saint-James. Comme ça, on se fait connaître à nos communautés respectives, on fait travailler nos ateliers respectifs, et en même temps, on gagne en crédit parce que du coup, nos forces respectives se complètent. Et ça nous semble plus efficace en termes de com, en termes de production, en termes de résilience, que faire une collab avec telle marque de pull et puis galérer à trouver un fabricant de pull par ailleurs. Super, merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas si tu m'entends, si tu as coupé le... C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Alors, au regard de vos expériences de coopération, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, parce que la coopération, ça semble un peu idéal là, du coup, qu'est-ce qui est facile dans la coopération, dans vos démarches de coopération, et qu'est-ce qui, au contraire, n'est pas si simple que ça? Peut-être, Thomas, tu veux nous dire en premier? Alors, je rallume le son, j'éteins le son d'un autre côté. Ce qui est le plus dur et le plus facile, alors je dirais que le plus facile, c'est que plus on l'expérimente, plus on tend la main en fait, plus des gens saisissent cette main et en tirent profit. En fait, plus on est clair sur son intérêt, plus finalement c'est facile pour les autres de positionner leur intérêt face à cet intérêt pour faire 1+3, en fait, 1+1 égale 3. Donc ça, et ce qui est chouette, c'est que plus le temps passe, plus on prend confiance, plus on est reconnu comme tel aussi, et donc plus les choses qui nous arrivent sont puissantes. Les choses difficiles, c'est que parfois on se fait un peu avoir, et donc ça nous apprend à cadrer les choses. Donc en fait, là aussi, plus on est reconnu, plus c'est difficile de nous avoir en quelque sorte, parce que plus ça devient contre-productif de faire des choses à l'envers. Donc ça nous protège en grandissant. Et après, les autres choses difficiles, je dirais que c'est de créer des relations de confiance, en fait. C'est le premier pas, c'est de se dépasser. En fait, aller vers l'autre, penser ensemble, c'est 10 fois plus efficace que chacun rester dans son coin. Comme dans une négo, si vous savez ce que l'autre il a besoin, c'est plus facile de négocier que si vous ne savez pas. Vous tapez à côté quand vous ne savez pas. Et donc, cette efficacité, en fait, de cette recherche a priori de complémentarité, et en fait, ça fait boule de neige. En fait, plus vous voyez que ça marche, plus vous avez envie de le faire, plus l'écosystème s'enrichit de gens qui sont OK avec ce fonctionnement-là. Et pour nous, c'est le seul moyen que l'on a d'expliquer notre croissance de 2013 à aujourd'hui, en étant quasiment chaque année rentable, sauf une année. Dans notre monde à nous, des marques de mode, des DNVB, etc., quasiment toutes sont pas rentables. Elles reposent sur des levées de fonds, etc. Nous, on a toujours été rentable parce qu'en fait, on s'appuie sur le sureffort de toutes nos parties prenantes. Et après, les difficultés, c'est que je dirais qu'il y en a une deuxième quand même, c'est qu'on ne fait pas tout à notre rythme. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile pour des boîtes plus petites, j'en sais rien, en fait, il faudrait expérimenter en grand. Mais comme on est petit, on est encore agile, même si on n'est pas assez structuré. Et en fait, quand on travaille ensemble à plusieurs,
et ben en fait, il faut faire des concessions de calendrier, il faut faire des compromis. On ne peut pas être au compresseur et avancer tout droit sans écouter finalement l'enjeu des confrères. Et donc, ça demande un peu de souplesse. Et cette souplesse, c'est une culture à développer parce que, voilà, comme tous les êtres humains, changer, c'est un peu contraignant souvent. Quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est juste une question humaine. Donc, je pense que ça, c'est une des principales difficultés. Accepter d'altérer sa vision ou de l'enrichir. En fait, on a un cap, on suit le cap, mais sur le chemin, eh ben, il faut serpenter. Super, merci beaucoup. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu dirais de ce qui est facile et ce qui est moins facile dans cette démarche de coopération? Alors, je dirais que ce qui est facile ou ce qui rend les choses faciles, c'est quand les deux coopérants ne sont rien l'un sans l'autre. Vous savez, dans l'histoire que je viens de raconter sur Blackstar, petite PME, sans les carcasses, sans la distribution, n'aurait pas pu avoir les ambitions telles qu'on les a aujourd'hui. Puis inversement, nous, sans l'outil industriel, rien n'aurait existé. Donc, il faut absolument, enfin, quand on ne peut pas exister de toute façon l'un sans l'autre, je vais reprendre un mot que Jean-Sébastien citait tout à l'heure, c'est coopérer, c'est aller vers une œuvre commune. Donc, quand on sait qu'ensemble, on est capable de faire quelque chose que seul, on ne peut pas faire, et que en plus, cette œuvre, elle est très ambitieuse et elle va vraiment être très utile à la société. Bon, quand on partage en plus cet ADN et cette philosophie, ça rend définitivement les choses très, très faciles. Donc, l'union fait la force, l'œuvre commune fait que ça fonctionne bien. Donc, quand on a ces deux éléments-là, ce qui a été le cas pour nous sur les deux premiers projets, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus faciles et surtout plus efficaces. Ça a permis de démarrer et d'avancer et de concrétiser les choses. Ce qui est moins facile, je dirais, c'est d'ailleurs un irritant que j'ai assez régulièrement, c'est que souvent on se retrouve avec le gros Mobivia, entre guillemets, face à la petite PME ou la TPE qui fait de la régénération de filtres à particules ou la PME qui fait 30 personnes, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc par rapport à Mobivia, forcément, c'est petit. Mais donc, souvent, dans les différents projets, sur les différentes filières que l'on travaille, on a des gens qui ont un peu peur de nous, qui nous voient arriver comme celui qui veut tout racheter, qui veut digérer les petits acteurs à côté. Et ça mérite d'autant plus que c'est absolument pas notre philosophie, absolument pas notre façon de voir les choses. Là, on est vraiment dans la construction de l'écosystème et de la coopération. On est prêt à rentrer à bord d'un capital d'une société si elle n'a pas la surface financière pour aller jusqu'au bout des ambitions avec nous, mais c'est pas du tout une finalité en soi. Et donc voilà, on se heurte souvent dans les futurs projets que l'on a à des gens qui ont peur de nous et qui nous voient comme ceux qui veulent accaparer tout le marché, ce qui n'est pas du tout notre ambition et notre savoir-vivre. Super. Merci beaucoup, Laurent. Alors, comme je te passe la parole pour la dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses des participants. Merci, Anne-Céline. Alors, selon vous, en quoi aujourd'hui votre activité de la coopération est liée à la transition écologique? Laurent, peut-être? Oui, je peux démarrer. En fait, dans l'économie linéaire, donc celle que l'on a construite pendant un siècle et qui nous vaut tout ce que l'on vit aujourd'hui, dans l'économie linéaire, il y a énormément d'acteurs en place. Et donc, quand on est un distributeur, on parle de marque de distributeur, qu'on parle d'achat de produits, on va parler de partenaires commerciaux, on va lancer des appels d'offres et puis on a en face de nous plein d'entreprises. Donc, on est dans la collaboration commerciale, dans le partenariat commercial, tellement on a d'acteurs en face de nous. Dans l'économie dans laquelle on est en train d'entrer, nous on appelle ça le re-commerce, le re-commerce. C'est très simple dans notre métier. Le législateur nous impose à nous, dans la car maintenance, de proposer à nos clients des pièces issues de l'économie circulaire. Très bien, sauf qu'il n'y a pas d'offre sur le marché. Donc, on a cherché, bien évidemment, que ce soit les batteries, les pneus, même de la carrosserie, etc. Il y a très, très peu d'offres, donc on ne sait même pas répondre aux législateurs et aux clients. Et donc, comme il n'y a pas d'offre, on a décidé d'y aller. S'il n'y a pas d'offre, on va la créer par nous-mêmes. Et c'est comme ça que l'on est rentré dans cette stratégie d'économie circulaire, de reuse et les projets que je viens d'évoquer. Donc, c'est en cela que cette activité d'économie circulaire et de coopération autour de tout ça est liée pour nous à la transition écologique. C'est parce que dans l'économie linéaire, on n'en avait pas besoin. Dans l'économie circulaire,
on en a absolument besoin. Merci beaucoup, Laurent. Thomas? Alors, est-ce que ça marche? Ça marche très bien. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah oui. Oui, c'est bon. Alors, attends, du coup, on a perdu la question avec les problèmes techniques. Vous pouvez répéter la question? Alors, la question était en quoi, dans ton activité, la coopération est liée à la transition écologique? Voilà, pardon, les problèmes de son, je jongle. Les talkers, historiquement, et Laurent l'a dit, dans cette économie linéaire, en plus d'être linéaire, cette économie, elle considérait que la bonne gestion, il s'agissait uniquement de bien gérer l'argent. C'était le seul but d'une entreprise. Et puis on s'est aperçu que sans les gens, c'était quand même compliqué de développer des écosystèmes pérennes. Donc on a mis en place au fil des décennies un système qui fait que les gens se sentaient de moins en moins esclaves et de plus en plus respectés, au point, pour le plus grand nombre, j'espère, de se réaliser par le travail. Donc ça, c'est un énorme progrès. Et puis là, en plus de la bonne gestion des gens, on s'aperçoit que si on manque de ressources, en fait, si on ne gère pas bien l'environnement, en fait, on risque de manquer de suffisamment de ressources pour mener nos propres activités. Alors là, on voit sur le prix des matières premières, on voit sur le prix de l'énergie. Donc cette logique de bonne gestion, je crois qu'elle montre que bien gérer une boîte aujourd'hui, c'est bien gérer l'argent, les gens, l'environnement. Et tout ça, c'est l'écosystème. En fait, on ne le fait pas tout seul. Et donc, pour moi, ça devient, automatique qu'aujourd'hui, bien gérer une entreprise, c'est travailler activement avec son écosystème, c'est cultiver cette perma-industrie, justement, parce que sans elle, finalement, on sera trop faible pour affronter les enjeux de demain, et on ira moins vite. Donc, pour moi, c'est vraiment intimement lié, d'autant plus qu'on doit... En fait, ça devient plus compliqué de bien gérer une boîte parce qu'il y a des dimensions supplémentaires, notamment les gens, l'environnement. Et donc, on ne peut pas tout savoir faire. On peut plus vite quand on sait connecter les bonnes personnes. Et du coup, constituer cet écosystème, c'est un levier de compétitivité, de réactivité très important, il me semble. Super, merci beaucoup. Alors, on garde plein de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Merci beaucoup à Laurent et Thomas, et puis avant à Jean-Sébastien pour vos partages. Donc, on va effectivement, dans quelques instants, passer au temps des questions-réponses. Pour vous laisser le temps d'écrire vos questions, je rappelle les questions. Nous vous invitons à les mettre dans le module questions, le petit picto en bas à droite de votre écran, et à parcourir également les questions qui ont déjà été posées et liker les questions qui vous parlent. Voilà, et puis alors on va avoir du coup, pendant le temps que vous notez vos questions, une personne qui va venir nous offrir un résumé de ce qu'elle a entendu. Donc c'est Marie qui fait partie du collectif Sans Transition, Marie de The Field, et qui a écouté ce webinaire depuis le début et qui va venir nous partager une synthèse de ce qu'elle a entendu. Marie, je te passe la parole. Merci Anne-Céline. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Ok, super. Oui, également, c'est étonnant. Je vais essayer quand même. Je pense que c'est parce que je me suis mis en mute pendant un certain temps. C'est mieux. Voilà, c'est ça. Bon, en effet, j'ai entendu plein de choses. C'était passionnant. Un grand merci à vous trois. J'ai pris des notes pendant tout ce temps-là et je vais vous livrer quelques notions clés que j'ai pu sentir émerger dans vos expériences, dans vos témoignages et dans vos enseignements. La première chose, c'est de ton côté, Jean-Sébastien, j'ai bien retenu et j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir bien souligné, la différence entre coopérer et collaborer, puisque dans coopérer, on parle bien de construire ensemble. Et derrière ça, 3 points, c'est qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on va construire ensemble avant de le réaliser. Et donc, c'est cette notion d'œuvre commune qui nous dépasse, moi qui m'a beaucoup parlé. Et puis, cette posture basse, ne pas être au centre, et veiller à ce que ce soit bien des humains qui coopèrent ensemble avant de se mettre à collaborer peut-être ou dire que des institutions vont venir, des organisations vont venir collaborer entre elles. C'est d'abord des humains qui coopèrent, qui ont envie d'œuvrer ensemble.
La deuxième chose, j'ai entendu que finalement, que ce soit pour Thomas ou pour Laurent, systématiquement, le principe de la coopération est venu comme une réponse à des enjeux, à des problématiques ou à une équation qui a été dite comme insoluble par toi. Thomas, tu parlais de devoir se projeter sur 15 ans, mais avoir finalement des objectifs à 6 mois. Et la coopération est venue résoudre des choses qui semblaient ne pas fonctionner sur le papier. Donc peut-être l'envisager comme une nouvelle voie créative. Le troisième point, ça a été également cité, c'est cette notion d'être interdépendant mais jamais exclusif. Pour une bonne raison, c'est d'assurer une résilience, d'avoir une forte robustesse de vos mécanismes et ainsi de vous inscrire dans le temps. Donc toujours cette dimension de durabilité, et ça aurait pu être une de vos réponses sur la dernière question. Comment est-ce qu'on adresse des enjeux environnementaux? Parce qu'en fait, on s'intègre dans une ligne de temps beaucoup plus longue et finalement, votre force, c'est la force de chacun des maillons. Donc ça, c'est le troisième point que j'ai pu voir. Le quatrième, c'est cette notion de rapprocher vos fonctionnements au fonctionnement de la nature. On parle de la permaculture, on parle de la perma-entreprise. Ici, on parle de la perma-industrie. Donc, on cherche un peu comme du biomimétisme, on va venir mimer la façon dont on fonctionne naturellement. Et je reprends en effet la très bonne proposition de Jean-Sébastien de me plonger dans le livre sur l'autre loi de la jungle, finalement. Et donc, voilà, c'est aussi un élément qui a éveillé, moi, mon attention. Enfin, j'ai bien retenu le nom que Laurent a donné. En fait, j'ignorais que IWIP signifiait ça. Mais déjà, dans son nom, il y a la notion d'intégration. Alors là, on passe par le sujet de la circularité et du déchet. Mais ce côté intégration m'a paru très importante et j'apprécie l'idée que vous avez cherché à créer une union de sens autour de ce sujet du reuse. Voilà, c'est ce que j'ai retenu, de prolonger des durées de vie ensemble. Et finalement, IWIP en est un maillon. Ensuite, justement, toujours sur cette idée de chaîne, comment est-ce que vous vous liez les uns aux autres pour créer ensemble une chaîne? Ça a été dit par Thomas, ça a été dit par Laurent également. Et finalement, vous avez même réfléchi de façon très systémique à vous dire, bah voilà, il nous manque, il y a un trou dans la raquette, où est-ce qu'on va aller chercher notre partenaire, qui va partager notre philosophie, et puis ensuite, comment on fait pour être vraiment comme des petits brins d'ADN, là, hyper solides. J'ai bien aimé cette image de la chaîne. Également, j'ai retenu cette notion d'interpellation. On va vous traiter de bisounours, on va dire que vous êtes peut-être dogmatique. Non, pas du tout. C'est très concret, c'est une simple recherche d'efficacité. On a entendu des mots tels que la rentabilité, la viabilité, la durabilité de vos concepts par rapport à des entreprises plus traditionnelles. Non, c'est simplement que en fait, c'est parce que ça marche mieux. Et que finalement, j'entends aussi le fait que pour nos grandes entreprises, c'est aussi très efficace de se lier à des partenaires plus agiles et plus petits. Et ça apporte on sait que via ces mécanismes-là, on peut profiter du sureffort de toutes les parties prenantes. Chacun est engagé et donc c'est beaucoup plus efficace parce que chacun y met vraiment du sien. Enfin, sur les difficultés ou en tout cas les limites du système et puis surtout ce à quoi il faut veiller finalement, à quoi il faut porter attention pour que ça marche, j'ai retenu cette notion de souplesse qui va être nécessaire pour s'adapter, pour accepter le consensus, accepter de cheminer ensemble et de se dire que certes on a un projet, mais comme on met le projet au cœur et non pas soi-même, parfois on peut être amené à aller moins vite, on peut être amené à altérer sa vision d'origine pour en avoir une commune qui nous dépasse. Deuxième petite limite, et sur laquelle il faut être vigilant également, c'est que l'économie circulaire notamment fait face à l'économie plus traditionnelle, plus linéaire, et qu'on a des peurs, on a des entreprises face à nous, on a des acteurs qui ont peur, et qu'il faut donc intégrer complètement dans cette démarche, parce que mine de rien, on ne peut faire tout ça qu'ensemble, et que finalement, chacun a sa place pour constituer cet écosystème qui peut devenir un vrai levier, une force. Donc on ne peut pas faire à côté d'eux, on doit en fait convaincre, c'est plutôt... vaincre avec et non pas vaincre contre. Donc, il faut lever les freins et communiquer un maximum face aux peurs et parler de cette philosophie et de cet engagement a priori, de cette recherche de complémentarité et d'échange avant toute chose. Voilà, c'est les éléments principaux.
Merci beaucoup Marie pour ce résumé de ce que tu as entendu et d'ancrer chez nous du coup ces grands messages. Jean-Seb est d'accord. Alors, on va passer au temps des questions et des réponses. Il y a déjà plein de questions qui sont arrivées dans le module questions. Si vous avez encore une question qui arrive, n'hésitez pas à la poster et surtout n'hésitez pas à liker puisque là, nous allons prendre les questions qui remontent le plus dans les votes. Alors, première question. Il y a plusieurs questions un peu de cette nature qui concernent la forme des coopérations et notamment, est-ce que les coopérations doivent forcément passer par une facture? Est-ce qu'il y a d'autres manières de coopérer que d'avoir une relation contractuelle facturée? Le premier qui est inspiré pour répondre peut y aller. Alors, je viens de répondre. Ah, pardon, vas-y, Laurent, si tu veux. Non, ok, bon. Vous m'entendez bien là? Ça résonne plus, c'est bizarre. C'est trop bizarre, mais c'est parfait. En fait, j'avais pas compris qu'on y répondait ensuite à l'oral, donc j'ai commencé à faire des réponses écrites pour chacun. Et à celle-ci, j'ai peut-être répondu à côté du coup, parce que bien sûr qu'il y a des partenariats qui peuvent se conclure avec des factures, mais en fait, l'enjeu, c'est même pas si c'est un partenariat, une collaboration, une coopération. Moi, je trouve peu importe le nom, parce que chacun y mettra ce qu'il veut derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et du coup, pour moi, le sujet, c'est plus est-ce que c'est systémique ou pas? Si c'est systémique, alors oui. Si c'est pas systémique, alors non. Pourquoi? Parce qu'on a plus intérêt à faire du systémique si c'est systémique. En plus d'y trouver un intérêt, soit commercial, soit productif, soit je sais pas quoi. Le fait d'être sur une collaboration, une coopération ou un partenariat systémique, ben en fait, on va avoir plein d'accroches les uns avec les autres. Et du coup, ça va surengager encore plus toutes les parties prenantes. Parce que du coup, ça va être sincère, ça va être puissant, ça va être cohérent. Et la cohérence, comme toujours, c'est facteur de puissance et d'engagement. Donc du coup, ça demande juste de à chaque fois se poser la question, tiens, est-ce que finalement ça répond? Est-ce que nous, notre mission, c'est recréer ensemble la filière du jean en perma-industrie. Donc, si un projet répond à cette mission-là, ben oui. Si un projet n'y répond pas, eh ben non. Et in fine, que ce soit pour nos poubelles, comme je le disais tout à l'heure, ou des collabs avec Saint-James, ou nos clients, comme toutes les décisions ne font pas référence à l'humeur du chef ou l'avis du moment ou je sais pas quoi, mais que ça fait toujours référence à la même chose, en fait, le truc 1083 ne fait que gagner en densité, en intensité, parce qu'en fait, tout ce qui enrichit ce projet-là est cohérent entre quel que soit le point d'arrivée et la partie prenante qui y concourt. Donc voilà pourquoi moi j'attache beaucoup plus d'importance à est-ce que c'est systémique ou pas, plutôt qu'à est-ce que c'est un partenariat, est-ce qu'il y a une facture, est-ce qu'il y a la coopération. Pour moi, c'est mineur par rapport à l'enjeu de fond. Ça marche, merci beaucoup. Laurent ou Jean-Seb, est-ce que vous souhaitiez compléter? Oui, moi j'aurais dit à peu près la même chose que ce que Thomas vient de raconter. Ce qui est important, c'est que l'on partage le fond, la philosophie, l'ADN, l'œuvre commune, encore une fois pour paraphraser le discours de tout à l'heure. Après, le reste suivra. Le reste suivra, ça peut être du contrat commercial, ça peut être de la prise de participation, ça peut être tout ce que l'on veut. Ça va influer éventuellement sur la rapidité de l'action. Mais ce qui est vraiment le clé pour que ça fonctionne bien, c'est qu'au départ, les gens qui se mettent autour du même projet partagent la même philosophie, ont la même volonté. Je pense que là, quand on est dans l'économie circulaire, on va un petit peu plus loin que la simple rentabilité d'une entreprise. Il y a beaucoup plus de sens dans nos entreprises. Et ça, c'est vraiment ce qui nous différencie, j'oserais dire, de ce qui a été vécu pendant le siècle précédent. Peut-être merci Laurent et Thomas, je vais essayer de pas vous paraphraser, mais ce qui est intéressant aussi dans les nouvelles mécanismes de coopération, c'est que ça restimule à nouveau notre créativité à imaginer des modèles de contractualisation différents. Et on voit, on s'arrête, c'est très limité dans l'économie linéaire ou compétitive à client-fournisseur avec une facture à la journée ou au service rendu ou aux produits vendus. Dans des modèles coopératifs, on commence à voir émerger de la performance, où quand tout l'écosystème gagne, on se partage une part du gâteau. Et donc, plus l'écosystème gagne, plus les parties prenantes gagnent. Enfin, ça stimule beaucoup aussi la créativité d'imaginer d'autres formes de contractualisation beaucoup plus positives pour les écosystèmes humains et environnementaux que simplement cette course au volume de services ou de biens vendus, encore une fois.
On passe à la question suivante. Alors, on a deux genres de questions sur les sources d'approvisionnement pour toi, Laurent. Donc, là, il y a une question qui concerne La Vie est Belt. Est-ce que vous collaborez avec des sociétés comme La Vie est Belt qui proposent des ceintures en pneus de vélo recyclés? Et puis, j'avais vu, je pense, une question un peu plus bas sur comment vous ouvrez vos coopérations aussi aux autres acteurs du pneu. Oui, j'ai eu beaucoup de questions sur la coopération, effectivement. Donc, La Vie est Belt, La Vie est Belt transforme essentiellement des pneus de vélo. On commence à en avoir un peu dans nos réseaux. Donc, essentiellement des pneus de voiture, bien sûr, mais on est dans la mobilité douce aujourd'hui et donc on vend du vélo. Donc, on commence à avoir quelques pneus et on est effectivement en contact avec La Vie est Belt. Toutes les solutions qui nous permettent de prolonger la durée de vie d'un produit, de le transformer et non pas d'aller au recyclage pur, sont les bienvenus. Donc, on est en contact avec La Vie est Belle. Parce que je voyais plusieurs questions et j'ai apporté des réponses par écrit, mais on a deux choses différentes entre la batterie et le pneu. J'ai vu beaucoup de réactions sur la partie exclusivité. Est-ce que c'est pas antinomique avec ce qu'on est en train de faire? Sur la batterie, j'ai parlé d'exclusivité parce que sur la batterie, à cette heure, on se heurte à un problème de sourcing. On n'a pas suffisamment de matière à transformer pour irriguer ne serait-ce que 10% des besoins de nos propres réseaux. Donc, c'est pour ça qu'à ce stade-ci, on travaille bien sûr pour optimiser et augmenter fortement le sourcing. Mais quand demain, on aura suffisamment de batteries à transformer, on les transformera et ce sera à l'usage de nos réseaux Mobivia, mais à l'usage également de l'ensemble du marché. Donc aujourd'hui, on a cet exclu sur la batterie parce qu'on n'a pas assez de matière et donc on veut privilégier nos réseaux sur les pièces issues de l'économie circulaire. Dans le pneu, c'est complètement différent. Là, le pneu, il y a 40 millions de pneus usagés qui sont sur le marché français chaque année. Donc là, on a cette matière. Donc, on va alimenter dans un premier temps nos propres réseaux, le temps de faire le ramp-up de l'usine. Mais très rapidement, on va s'ouvrir sur le marché. Et on est déjà très, très fortement sollicité par nos confrères, des Euromasters, des Points S, des Speedy, des Motrio, etc., par des leasers qui sont très intéressés aussi pour avoir une distribution sur ces pièces issues de l'économie circulaire et attaquer les flottes publiques, par exemple, puisque la loi AGEC oblige aujourd'hui les flottes publiques à s'équiper en priorité en pièces issues de l'économie circulaire. Donc là, plus on transformera, plus on rechappera, on reconditionnera de pneus sur le marché, moins on fera fonctionner l'économie linéaire et on sauvera du CO2 et de la matière. Donc, bien évidemment, notre philosophie et notre volonté, notre ambition, c'est d'ouvrir le plus largement possible au marché. Dans un premier temps, encore une fois, sur le dossier de la batterie, on n'a pas assez de sourcing. Donc là, on a cet exclu que l'on réserve à nos propres réseaux. Mais on l'ouvrira demain, bien évidemment. Super, merci. Alors, il y a une question pour Thomas à présent. As-tu des échanges de coopération avec les anciennes textiles de l'AFM? Oui, on en a très régulièrement. Parmi les marques avec lesquelles on va fabriquer des jeans, pour lesquelles on va fabriquer des jeans, il y a Auchan, il y a la marque Simon aussi du groupe Decathlon, avec qui on travaille sur un pantalon d'escalade. Et en fait, ça nous intéresse énormément ces collaborations, ces coopérations, parce qu'en fait, plus on va travailler sur différents types de marchés, plus notre outil de production va être robuste, parce que du coup, il va être adossé à différentes marques, bien sûr, mais sur un même marché à différents niveaux de gamme. Et une petite parenthèse sur le Made in France, dans le textile, je ne sais pas pourquoi, on associe la filière mode au luxe. Mais enfin, si, je sais pourquoi, parce qu'on a une super filière du luxe. Et du coup, ça nous a fait croire, in fine, aujourd'hui, qu'on n'était plus capable que de faire des vêtements haut de gamme. Alors que si vous allez dans un Auchan et que vous allez au rayon du fromage râpé, et ben vous aurez du fromage râpé d'entrée de gamme Made in France et du fromage râpé haut de gamme Made in France. Donc, en fait, on sait faire tous les niveaux de prix. Et bien sûr, on ne saura pas faire des jeans à 20 €, mais des jeans à 50 € en grande surface, on saura faire. Simplement, on avait oublié qu'on savait le faire, puisqu'on croyait qu'on était haut de gamme. Et du coup, on n'a pas construit d'outils industriels adaptés à ces productions massives. Alors, on l'a fait pour le gruyère râpé, mais on ne l'a pas fait pour les vêtements. Pour autant, l'alimentaire est plus normé que le textile. Donc, il n'y a pas de raison qu'avec moins de contraintes, on n'arrive pas à faire du textile Made in France plus abordable que nos jeans 1083 à 100 € parce qu'ils sont à très forte valeur ajoutée locale et très forte valeur ajoutée environnementale.
mais il y a une place pour des jeans, pour une offre plus quantitative, plus simple, pour des jeans abordables. Et c'est grâce aux acteurs les mieux placés dans l'économie française pour faire du Made in France compétitif, la grande distribution, qu'on va pouvoir le faire. Donc cette ambition, on la partage, nous comme fabricants, pour des enseignes comme Enchaîne, comme Decathlon. Et puis par ailleurs, j'ai la chance d'être administrateur de la Fondation Entreprendre. Et donc toutes ces connexions internes et externes à l'écosystème Mulliez, eh ben, je découvre depuis un an. Et je trouve ça super intéressant en fait de participer, d'œuvrer pour ces interconnexions internes et externes. Merci beaucoup. Alors, on a aussi quelques questions autour de la confiance, puisque vous êtes plusieurs à avoir noté que la confiance était vraiment l'élément de base, le socle de la relation de coopération. Et donc, plusieurs personnes nous demandent comment créer ce cadre de confiance avec une question notamment autour des visites d'entreprise. Est-ce que les visites d'entreprise, justement, sont une bonne manière de créer cette connaissance mutuelle et cette confiance? Et donc voilà, la question est pour chacun de vous, vous trois, sur quelles sont, selon vous, vos recommandations pour créer ce cadre de confiance. Je veux bien commencer, mais Laurent et Thomas donneront bien évidemment leur expérience. L'exemple, c'est sur les visites d'entreprise, mais je crois qu'il faut prendre soin du lien qu'on crée entre les gens. Donc, il faut créer des espaces, en fait. Pour coopérer, il faut créer des espaces. Dans un monde linéaire, ça va dans un seul sens. Dans le monde circulaire, ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'on parle d'un monde complexe aussi. Et bien, en fait, il faut pouvoir créer des espaces entre les gens, entre les organisations. Donc, les visites d'entreprise, pourquoi pas, les cafés, les déjeuners, les déj réseau, les cafés sans transition. Il faut créer des espaces pour que puisse s'échanger la parole, pour qu'on puisse échanger autour de ces œuvres communes, les décrire, comparer nos différentes représentations. Et donc ça me semble fondamental. Et par rapport à la confiance et la coopération, si la confiance, évidemment, c'est un prérequis à la coopération, on peut avoir confiance l'un dans l'autre, sans pour autant arriver à coopérer. Il ne faut pas oublier que ça nécessite aussi d'autres outils, d'autres adaptations de posture, et surtout, et je resterai là-dessus, une intention forte de vouloir coopérer, en fait. C'est une intention forte. Je veux co-construire quelque chose avec toi. Je ne veux plus simplement servir mes intérêts ou ceux auxquels je dépends. J'ai l'intention, j'ai une intention forte. Ça va pas forcément être facile, mais on va y arriver. J'ai cette intention forte-là, au-delà même de la confiance. Merci Jean-Seb. Thomas, Laurent? Alors, la confiance, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Vous la donnez. Si les gens à qui vous la donnez n'en sont pas dignes, vous le savez, et vous changez de chemin. Et au fur et à mesure que vous entourez de gens de confiance, que ce soit à titre amical, amoureux, familial, professionnel, c'est toujours la même histoire. Au fur et à mesure que vous vous entourez d'un cercle de confiance, ça vous donne des forces. Et puis, finalement, d'ami en ami, vous allez de plus en plus loin. Donc, pour moi, c'est exactement ça. Et la visite d'entreprise offre un moyen hyper puissant de susciter de la confiance d'acteurs qui ne se connaissent pas ou qui ne se rencontrent que trop peu. Les clients, les fabricants. Nous, en tant que chef d'entreprise ou porteur de projet, etc., on a plein de gens qui nous encouragent, qui disent « ah, c'est super, machin, etc. » Mais toute l'équipe derrière, ils n'ont pas cette chance-là. Et donc, si on veut qu'ils ressentent, qu'ils vivent les émotions que leur travail suscite, il faut qu'on soit circulaire, je dirais aussi au niveau humain, c'est-à-dire qu'on permette aux consommateurs de partager ses émotions avec le fabricant, et au fabricant de montrer au consommateur tout le sens qu'il trouve dans son travail. Et évidemment, la proximité est facteur d'énormément de responsabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que 1083 parle de distance et pas de pays. C'est qu'en fait, plus on est proches les uns des autres, plus naturellement on fait attention en quelque sorte. Plus on est proche des conséquences aussi des choix qu'on fait dans le temps, plus on fait attention. Je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui fument. Vous savez tous que fumer, ça donne le cancer. Malheureusement, ce cancer, vous l'aurez dans 30 ans. Donc c'est moins grave que si c'était dans 30 jours. Et du coup, si le cancer c'était dans 30 jours, la proximité de la maladie serait tellement proche que vous ne fumeriez pas. Mais là, c'est dans 30 ans, donc en fait, c'est moins grave.
bah non, c'est pas moins grave. Mais la distance avec la conséquence fait que, du coup, bah, vous dites, ben, c'est pas aussi grave. Et finalement, vous allez vous arrêter de fumer quand on vous dira, ben, ça, t'as le cancer, là, il faut que tu arrêtes de fumer. Et là, ok, j'arrête de fumer. Alors que ça fait 30 ans que vous le savez. Et donc, cette notion de proximité, pardon pour l'exemple un peu trash, hein, mais cet exemple de proximité montre à quel point cette confiance, en fait, cet état d'esprit commun, il est boosté par la proximité et humaine et dans le temps des conséquences des choix qu'on fait. Merci beaucoup. Laurent? Oui, peut-être juste, comme le disait Thomas, la confiance, c'est comme dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est pas quelque chose qui se contractualise, ça se construit dans le temps, ça se construit par un repas autour d'une bonne table. C'est de la relation d'homme et de femme avant tout. Je vais vous donner un exemple très précis sur un dossier qu'on est en train de travailler sur les filtres à particules. L'entreprise, le tout petit partenaire qui travaille avec nous là-dessus, sa technologie est copiable immédiatement, extrêmement facilement par nous. On veut le tuer demain matin, c'est pour 50 000 €, on le fait. Mais on n'aurait rien à gagner dans cette histoire. On se donnerait une image sur le marché qui serait complètement fausse par rapport à ce que l'on veut faire. On tuerait des emplois aussi sur des gens qui ont eu la bonne idée au départ et qui ont créé quelque chose. Et donc, c'est pas du tout la philosophie et ce que l'on veut instaurer sur le marché. Donc ça, c'est du temps. C'est des hommes et des femmes dans les équipes qui ont instauré cette confiance, qui l'ont démontré sur d'autres projets. Et c'est comme ça que l'histoire se construit. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous les trois. Alors, pour terminer, en quelques mots, pour tenir ce timing qui se resserre, quels conseils ou invitations souhaiteriez-vous partager aux participants de cette rencontre sans transition qui ont envie de s'engager et d'engager leur entreprise dans cette démarche? Je donne la parole à Jean-Seb. On en a déjà donné beaucoup, donc il y a une super conclusion en plus avec pas mal d'éléments. Je voudrais rester sur ce que vient de dire Laurent et Thomas et des témoignages et de ce que je vis moi dans les projets et avec mes clients. C'est qu'en fait, ça amène aussi beaucoup de joie. Après avoir passé des décennies et des décennies dans le conflit, dans la tension, dans la compétition, avec tout ce que ça crée aussi chez les humains comme stress, et ben quand on va chercher de la coopération, quand on cherche à faire ensemble, Yann Arthus Bertrand dit agir rend heureux. On va toucher des trucs comme ça et ben, tous les matins, je peux vous le dire, c'est beaucoup plus joyeux et énergisant de coopérer que d'être en compétition permanente. Et donc, c'est peut-être ce que j'aurais envie de dire à ceux qui écoutent. Oser coopérer, oser avoir l'intention, comme le disait Thomas, parfois on se plante, parfois on est un peu naïf, mais c'est beaucoup moins, à mon sens, douloureux dans personnellement ce que je vis, je parle en jeu, que de sans cesse être dans l'affrontement et la compétition. Donc, oser la coopération. Je dirais oser, persévérer, démontrer que c'est possible. La transition écologique passe par l'économie circulaire. Les acteurs de l'économie linéaire ne voient pas ça du tout du même œil. On est en train de faire que leurs usines vont moins produire par l'économie circulaire. Donc, tous les acteurs qu'on a rencontrés sur le pneu ou la batterie ou les filtres à particules, ils ont tout fait pour nous démontrer que c'était pas possible, d'un point de vue économique, d'un point de vue qualité, de le faire. Si on les avait écoutés, on n'aurait jamais rien fait. Donc, on a persévéré, on a fait les produits, on a démontré qu'ils étaient qualitatifs, et puis on a fini par rencontrer chez les acteurs de l'économie circulaire des gens qui croyaient aussi à cette évolution ou à cette révolution. Et donc, on a des partenaires qui étaient pourtant très réticents au départ, qui ont tout fait pour casser nos projets, qui aujourd'hui commencent à se dire, bon, non seulement c'est inéluctable, mais il le faut. Donc oui, ça perturbe très fortement nos équilibres économiques. Oui, qu'est-ce que l'on va faire de nos usines demain si on perd 10, 20, 30% de production? Mais il faut y aller, c'est inéluctable. Donc vraiment, osons, continuons, persévérons, démontrons que c'est possible. Et c'est là qu'on réussira à changer un peu la donne. Merci beaucoup. Merci Laurent. Thomas, tu avais un petit mot? Alors, je recoupe le son, ça résonne. Pour ma part, je rejoins Jean-Sébastien, c'est vraiment réjouissant à titre perso, en fait. On ne sait pas si on va y arriver, mais on s'en fout. Parce qu'en fait, si on attend d'être celui qui signe l'armistice
pour se battre pour la paix, on a une chance sur 1 million d'être l'heureux élu en quelque sorte. Par contre, si on se réjouit du chemin, eh ben là, il y a mille manières d'être heureux, c'est vraiment super. Ensuite, je voudrais vous dire je veux juste vous partager que en fait, moi je trouve qu'il faut juste penser à ce qui nous touche et ce qui nous enthousiasme soi-même. Et quand on pense à ça, on s'aperçoit que ces projets cohérents qui font sens, c'est universel en fait, ça touche tout le monde. Et si c'est universel, ça veut dire que mettre en œuvre ces ressorts-là de la mission, de la cohérence, de l'authenticité, de la transparence, dans n'importe quel projet, aussi business, aussi pro, aussi sérieux soit-il, ben en fait, comme c'est universel, ça sera forcément plus puissant que n'importe quelle carte de fidélité, que la meilleure des cartes de fidélité. Et donc, je crois qu'il faut vivre les retombées. Et nous, on n'a que ça pour expliquer notre croissance chez 1083, c'est pour ça qu'on y croit. Mais il faut vivre le retombé du surengagement qu'un projet clair et cohérent et authentique suscite pour se dire, mais merde, en fait, c'est 10 fois mieux que la meilleure des promotions. Et c'est plus pérenne, c'est plus profond. Donc après, je ne sais pas comment ça marche quand on transite d'un modèle à l'autre. C'est infiniment plus difficile parce qu'il y a plein de choses à changer, etc. Mais en même temps que c'est difficile, certainement que vous avez des moyens qu'on n'aura jamais. Donc voilà, on a chacun nos forces et nos faiblesses. Mais faites-le pas à moitié, n'ayez pas peur de le faire. Et je suis sûr que ceux qui resteront dans le business de demain seront ceux qui auront su activer ça le plus vite possible. Alors que ceux qui résistent contre la marée, eh ben, ils pas résister longtemps, indéfiniment en tout cas. Merci beaucoup pour ces mots encourageants. Merci Thomas. Merci à tous les trois. Alors pour vous donner un feedback à chaud des participants, nous vous invitons, vous les participants, dans le chat, cette fois-ci, à écrire votre mot de la fin, votre ressenti, l'adjectif, ce que vous voulez, qui nous témoignera de ce que vous avez ressenti pendant cette rencontre. Énergie. Merci Nathalie. Coopération. Joie. Ouais. Ne pas se sentir seul. Enthousiasme, espoir. Joie, énergie. Super. Là, vous avez transmis une dose de joie et d'énergie pour l'après-midi, là. La force et du bon sens. On nous dit que c'est le sens de l'histoire, c'est très vrai. On va vous laisser continuer à écrire dans le chat. Et comme nous nous acheminons vers notre dernière minute de webinaire. Effectivement. Alors, pour conclure ce webinaire, nous vous invitons également à nous dans l'onglet sondage, vous avez une petite question qui est comment recommanderiez-vous sur une note de 1 à 10, 10 étant la perfection, comment recommanderiez-vous les rencontres sans transition? Et un simple mot pour ma part, du coup, ce serait action, ce qui pourrait être d'ailleurs le mot de la fin de chacune de nos rencontres. C'était d'ailleurs le mot de la fin de la rencontre précédente. Le thème et la date de notre prochaine rencontre vous sera communiqué prochainement, donc stay tuned. Et d'ici là, vous pourrez retrouver rapidement les replays et sur les supports utiles sur votre média du Faire Ensemble de l'AFM, thefield.team, et sur la chaîne YouTube d'Accent Fact. N'hésitez pas à y passer. On pourra publier. Vous pouvez aussi nous partager. Oui, effectivement. Vous pouvez aussi nous partager vos commentaires et vos suggestions dans le questionnaire de satisfaction dont nous vous invitons à scanner le QR code pour y accéder. Nous vous le renverrons également après ce webinaire. Voilà. Et c'est donc le temps de vous remercier grandement pour votre participation, pour votre écoute et toutes ces questions, ces belles questions. Avec Anne-Céline et toute l'équipe d'organisation, nous vous remercions et nous vous souhaitons un très bel après-midi, une bonne continuation et que tout ça soit impactant et responsable. Merci beaucoup. Merci Laurent, Thomas, Jean-Sébastien pour vos partages, vos interventions. Merci Com pour ta première animation et merci Marie pour cette super synthèse. Merci Priscilla, Savannah et Fanny qui étaient en coulisses pour l'aide technique. Et très bel après-midi à tous. Ciao.